De toute façon, elle n'aura rien. C'est ce que mon fils a dit devant moi, devant l'avocat, devant l'assistante qui n'a même pas levé les yeux. Il l'a dit d'un ton sec, froid, impeccable. Habillé comme pour un enterrement de premier ordre, cravate serrée, chaussures cirées, mépris repassé au pli près. Ce qu'il ignorait, c'est que c'est précisément ce jour-là que j'ai commencé à revivre. J'ai 67 ans. Je m'appelle Mireille. Je vis à Nice depuis plus de 30 ans. J'ai été épouse, mère, puis oubliée. Et pourtant, je suis encore là. Je vais vous raconter ce que personne ne vous dit, comment on tente d'effacer une femme âgée, et ce qui arrive quand cette femme refuse de disparaître. Tout a commencé par un coup de téléphone, une voix polie, professionnelle. Madame Garnier, je suis Monsieur Delorme, notaire à Nice. J'appelle au sujet de Monsieur Antoine Garnier, votre ex-mari. Oui, je suis désolée de vous annoncer son décès survenu mardi dernier. Mon cœur s'est arrêté. Antoine, l'homme que j'avais aimé follement, l'homme que j'avais quitté pour me sauver. Cela faisait plus de 15 ans que nous étions divorcés. Il avait refait sa vie, sa fortune, son image. Il avait tout reconstruit sans moi. Et pourtant, là, assise dans ma petite cuisine, les mains tremblantes, j'écoutais un notaire me dire que j'étais toujours mentionnée dans son testament. Pourquoi moi? Pourquoi après tant d'années de silence et de distance? Le notaire a continué, il y aura une cérémonie au crématorium de l'Est, puis une lecture de testament à mon étude vendredi à 15 heures. Je n'ai pas dormi pendant des nuits. Je me demandais si c'était une erreur ou un piège. Depuis notre séparation, mon fils Julien ne m'a jamais pardonné. Il est resté avec son père. Il avait coupé tout échange. Et maintenant, j'étais conviée à ce qu'on appelle pudiquement les dernières volontés. Vendredi est arrivé. Je me suis préparée en silence. J'ai sorti ma robe noire la plus sobre, celle que je gardais au cas où. Je me suis maquillée légèrement, pas pour plaire, juste pour tenir debout. À l'étude notariale, j'étais en avance. Je me suis assise dans le hall. Les murs sentaient le cuir et le pouvoir. Puis Julien est arrivé. Il m'a regardée comme si je n'étais plus qu'une inconnue. « Tu n'as rien à faire ici. » Sa voix était glaciale. « Je suis convoqué comme toi, » a répliqué le notaire. « Tu crois qu'il a pensé à toi? Tu l'as quitté, tu l'as humilié. Tu n'auras rien. Il a tout réglé avec moi. » Je n'ai pas répondu. C'est alors que Monsieur Delorme est sorti de son bureau. Il nous a fait entrer, un dossier beige sous le bras. Son regard a croisé le mien. Dans ses yeux, il y avait autre chose, une étincelle, comme une réponse silencieuse à ce que venait de dire mon fils. Je ne le savais pas encore, mais dans ce dossier se trouvait quelque chose que Julien n'aurait jamais pu prévoir. Quelque chose qui allait tout changer. Alors dites-moi, est-ce qu'un jour on vous a regardé comme si vous étiez déjà morte? Est-ce qu'on vous a fait comprendre que vous ne méritiez rien? Si oui, dites-le moi dans les commentaires. Ce que vous ne pouvez pas dire chez vous, dites-le ici. Est-ce que votre propre enfant vous a déjà regardé comme si vous n'étiez plus rien? Pas une mère, pas une femme, juste un obstacle entre lui et ce qu'il convoite. Si vous aussi, un jour, on vous a fait sentir que vous ne valiez plus rien. Si l'on vous a effacé d'un geste, d'un mot, d'un silence. Alors laissez-moi un commentaire. Dites-moi où vous êtes, ce qu'on vous a fait. Parce que moi, je vais tout vous raconter. Maître Delorme nous fit asseoir dans une salle aux murs couverts d'étagères sombres et de classeurs alignés avec une rigueur presque militaire. Au centre trônait une table ovale, et un silence presque religieux y régnait. Julien s'installa à ma gauche, raide, agacé, comme s'il supportait une corvée dont il voulait se débarrasser au plus vite. Le notaire ouvrit calmement le dossier, prit une inspiration discrète, et commença à lire à voix haute les premières lignes du testament. Ceci est le testament d'Antoine-Émile Garnier, établi en date du avril 2023, enregistré à l'étude et signé en présence de 2 témoins indépendants. Je sentis le souffle de Julien s'accélérer. Il attendait comme un héritier sûr de ses droits. Il avait grandi dans l'idée que tout lui revenait, que tout ce qui avait été bâti, que ce soit par ses parents ensemble ou par son père seul après le divorce, lui appartenait naturellement. Pour lui, ma présence ici n'était qu'une anomalie, une relique du passé, rien de plus. Le notaire poursuivit. À mon fils Julien Garnier, je lègue la propriété située au 18 boulevard de Sarévic ainsi que la somme de 500 000 € provenant de mon compte personnel. Ce legs est conditionné à la poursuite de son contrat de direction au sein de Garnier Investissement pendant au moins 2 années complètes, ou jusqu'à la vente de la société si celle-ci intervient avant ce terme. Julien acquiesça à moitié, satisfait. « Normal », murmura-t-il.
C'est ce qui avait été convenu. Mais Maître Delorme leva doucement la main pour l'interrompre. Je n'ai pas terminé. Veuillez écouter la suite. Il prit une autre feuille, un feuillet à part à l'écriture plus serrée, et poursuivit. Je lègue à mon ex-épouse, Mireille Garnier, la somme de 30 millions d'euros, constituée de mes avoirs principaux en investissement boursier, comptes étrangers et portefeuilles d'obligations, ainsi que l'ensemble des parts majoritaires de la société Garnier Investissement, soit 68% des actions, lui conférant pleine autorité décisionnelle et contrôle du conseil d'administration. La pièce est devenue irréelle. Julien a cessé de respirer, ou du moins c'est ce qu'il m'a semblé. Mon propre souffle s'est bloqué dans ma gorge. 30 millions d'euros, j'ai cru avoir mal entendu. Je pensais à une erreur. Mais le notaire poursuivait déjà. Le tout est sans condition. Madame Garnier n'aura aucune obligation de gestion ou de participation. Elle pourra disposer librement des fonds, des biens et du sort de l'entreprise. Julien s'est levé brutalement, sa chaise raclant le sol. C'est une blague. Il ne pouvait pas. Il ne lui aurait jamais laissé ça. Jamais. Maître Delorme, imperturbable, referma lentement le dossier. Monsieur Garnier a pris ses dispositions dans un cadre tout à fait légal et a demandé de sa propre initiative une expertise psychologique avant de signer. Sa santé mentale a été formellement validée. Julien criait presque, elle l'a manipulé. Il était malade, affaibli, sale. Je me suis levée à mon tour, lentement. Je ne tremblais pas. Je ne lui avais pas parlé depuis 15 ans. Alors pourquoi aurait-il fait ça? Je n'avais pas encore la réponse. Mais je savais une chose. Ce moment-là n'était pas un hasard. Ce retournement, cette gifle inattendue dans ce bureau froid, c'était le fruit d'une mémoire plus tenace que toutes les rancunes. Maître Delorme attrapa une enveloppe cachetée, l'air grave. Madame Garnier, je vous prie de lire ce message, une lettre de la main de Monsieur Garnier. Il ajouta, à lire maintenant si vous le souhaitez. Julien hurlait presque. Elle ne mérite rien. Rien du tout. Il a toujours dit qu'elle m'avait trahi, qu'elle n'était plus rien pour lui. Mais je n'écoutais plus. Je fixais cette enveloppe. Dans ce simple papier, il y avait tout ce que je n'aurais jamais osé espérer. Mes doigts tremblaient à peine lorsque je l'ai prise. Elle portait mon nom, écrit dans une écriture que je n'avais pas vue depuis plus de 15 ans. Droite, un peu inclinée, reconnaissable entre mille. Celle d'Antoine. Celle de l'homme que j'avais aimé, détesté, quitté, regretté. Je l'ai ouverte, sans un mot. La salle était silencieuse, tendue comme une corde prête à se rompre. Julien s'était rassis, crispé, les bras croisés, le visage fermé dans une colère qu'il n'arrivait plus à contenir. La lettre commençait simplement. « Ma chère Mireille, si tu lis ceci, c'est que je ne suis plus là et que j'ai décidé, pour une fois, de te parler sans colère, sans orgueil, sans blessure. » Je m'appuyai contre le dossier de ma chaise et tout le reste du monde disparut. Tu m'as quitté parce que je ne savais plus t'aimer. Parce que j'avais laissé le pouvoir, l'orgueil, la réussite dévorer tout ce que nous avions construit. Tu avais raison. Je ne te l'ai jamais dit, mais tu avais raison. Chaque mot pénétrait en moi comme une réparation discrète, comme un fil invisible qui recousait des plaies anciennes. Tu m'as rendu fort. C'est avec toi que j'ai bâti mes premiers succès. C'est toi qui as cru en moi quand je n'étais rien. Et une fois arrivé là-haut, j'ai oublié de te tendre la main. J'ai cru que tu serais toujours là, jusqu'à ce que tu partes. Et quand tu l'as fait, j'ai compris que je venais de perdre la seule personne qui m'avait aimé sans rien attendre. L'émotion montait, mais je restais droite. Julien ne saura jamais aimer comme toi, pensais-je. Il m'admire, mais il ne m'a jamais vu faillible. Il m'a suivi, copié, obéi, mais il n'a pas construit seul. Il n'a jamais connu le manque ni la peur. Il a grandi dans l'ombre d'un empire sans en comprendre le prix. Toi, tu sais ce que vaut 1 euro. Tu sais ce que coûte le silence. Tu sais ce qu'est la solitude. C'est pour cela que je te donne tout. Pas pour te récompenser, pas pour te racheter, mais parce que je te fais confiance, parce que je sais que tu ne feras jamais de mal avec ce que je laisse. À ce moment-là, je ne lisais plus, je buvais ces mots comme une pluie attendue depuis des années. Garde ce que tu veux, vends ce qui t'encombre. Oublie ce qui fait mal, mais s'il te plaît, ne laisse pas Julien croire que je t'ai exclu de mon cœur. Car c'est faux. Ce que j'ai été de meilleur, je l'ai été avec toi. Et ce que je laisse, je veux que ce soit toi qui en décides. Je reposai la lettre lentement. Dans mes mains, elle avait le poids d'une vie entière, le poids d'un pardon muet mais réel. Julien n'a rien dit. Il me fixait, les yeux brillants,
la mâchoire serrée. Puis il s'est levé brusquement, a arraché la porte du bureau et a disparu sans un mot. Le silence est revenu. Maître Delorme me regarda longuement, avec une bienveillance rare. C'est une responsabilité immense, Madame Garnier. Mais elle est vôtre. Légalement, moralement, humainement. J'hochai la tête. Je ne savais pas encore ce que j'allais faire, mais je savais ce que je ne ferais pas. Je ne me laisserai plus jamais réduire à rien, ni par mon fils, ni par le souvenir d'un passé mal compris, ni par le monde entier. Je suis sortie de l'étude avec la lettre serrée contre mon cœur, et pour la première fois depuis des décennies, j'avais l'impression que ma vie m'appartenait à nouveau. Le lendemain, la mer était calme à Nice. Très tôt, j'ai marché seule sur la promenade des Anglais, avant que les jeux de guerre et les bavardages ne viennent envahir l'air. Le soleil perçait à peine les nuages et l'air avait cette odeur salée que j'avais toujours aimée, même dans mes pires années. La lettre reposait dans mon sac, pliée, soigneusement rangée dans une pochette plastique. Tout ce qu'il me restait de lui, et c'était suffisant. Je repensais à tout ce que j'avais traversé depuis le divorce, à cette sensation de devenir invisible, d'abord aux yeux d'Antoine, puis de Julien. Il venait dîner par devoir, jamais par tendresse. Il m'appelait « maman », comme on salue une fonction, et moi, je n'étais qu'une figurante dans la pièce qu'il avait écrite sans moi. Quand j'avais osé lui dire que je me sentais mise à l'écart, il avait répondu « Tu exagères. Tu as ce qu'il te faut ? Non. Tu es logé, tu as ta retraite. Tu veux quoi de plus ? Je voulais simplement être écoutée, respectée, reconnue, pas être un poids ou un témoin gênant du passé. Mais maintenant, tout était différent. Le même après-midi, Julien a appelé. Je n'ai pas décroché. Il a laissé un message, la voix tremblante. « Maman, je sais pas quoi dire. Tu dois être contente, je comprends rien. Je pensais que tu… Enfin, appelle-moi si tu veux. » Je n'ai pas rappelé. Il m'avait fallu 15 ans pour me relever. Ce n'était pas pour retomber dans ces tentatives de contrôle émotionnel. Mais je ne ressentais pas de haine, seulement une clarté nouvelle. Le surlendemain, j'ai reçu un mail de son avocat, une tentative déguisée de remettre en cause le testament. Une phrase m'a glacée. Nous estimons que M. Garnier n'était pas dans un état de lucidité totale au moment de la signature. Ils essayaient d'effacer la volonté d'un mort pour préserver leur confort. Mais Maître Delorme a répondu avec une rigueur implacable. Les examens psychiatriques étaient là. Les vidéos d'enregistrement aussi. Antoine avait tout prévu, jusqu'à l'hostilité de son propre fils. Et moi ? Je n'avais rien à prouver. J'étais dans mon droit, et dans ma paix. J'ai passé les jours suivants à relire mes anciens carnets, à marcher sur les collines de Cimier, à ranger ma vie avec un calme nouveau. Je n'étais pas seulement devenue millionnaire. J'étais redevenue une femme libre, libre de choisir ce que je voulais garder, ce que je voulais offrir, ce que je voulais enterrer. J'ai pensé à vendre mes parts dans l'entreprise. Puis j'ai décidé de m'y intéresser, pas pour dominer, pas pour gagner, mais pour comprendre, pour faire honneur à ce que j'avais inspiré sans jamais le réclamer. Et surtout, j'ai commencé à rêver d'un avenir différent, pas pour moi seule, mais pour ceux qui n'avaient jamais eu de voix. Je voulais que cet argent serve, qu'il répare, qu'il ouvre des portes. Et je savais déjà par où commencer. Une semaine plus tard, je reprenais le train pour Paris, assise en première classe. Non par vanité, mais parce que, pour la première fois depuis des décennies, je pouvais choisir le confort. Devant moi, un dossier épais comme un manuel de vie, rempli des statuts de Garnier Investissement, des bilans des 10 dernières années, des lettres d'associés, des contrats en suspens. Je ne comprenais pas tout, mais je lisais chaque page avec une attention que je ne m'étais jamais connue depuis mes 40 ans. Pendant 2 jours, j'ai arpenté le bureau du cabinet de gestion, rencontrant des hommes en costume, polis, un peu condescendants au début. Ils s'attendaient à voir débarquer une veuve dépassée qui signerait sans discuter. Mais j'étais préparée. Ma question était claire. Qu'a fait cette entreprise pour les femmes, pour les mères seules, pour les retraités, pour celles qu'on a mises de côté comme moi ? D'abord, le silence. Puis, un des directeurs murmura, pas grand-chose à vrai dire. Alors, je levai les yeux vers celui qui semblait tenir les rênes. À partir d'aujourd'hui, ça va changer. Il pensait à une lubie passagère. Mais je n'étais pas là pour distribuer des échecs à l'aveugle. J'ai engagé une avocate spécialisée en économie sociale, rencontré des associations locales, étudié les structures de fonds de dotation. Je me suis même rendue dans un foyer pour femmes battues à Aubervilliers, où il manquait des lits et du chauffage. Et là, j'ai su.
J'ai décidé de créer une fondation à mon nom de jeune fille, la Fondation Mireille Fournier. Elle serait financée par une part fixe des dividendes annuels de Garnier Investissement. Elle servirait à financer des logements pour femmes âgées en rupture, des formations pour mères isolées, des bourses pour étudiantes sans soutien familial. Je n'avais plus besoin de tout cet argent pour moi. J'avais besoin qu'il serve à quelque chose. Julien, lui, continuait d'envoyer des messages secs, courts, agressifs. Puis il s'est tu. J'ai appris par une collaboratrice qu'il avait été mis en retrait du conseil d'administration. Tout son comportement, ses tentatives de blocage, ses paroles insultantes, tout avait été documenté. Le vernis craquait. Il croyait que j'allais céder, offrir une part plus grande pour calmer la colère, réparer la blessure. Mais je n'étais plus cette mère qui plie devant le premier froncement de sourcils. Et je n'étais pas animée par la vengeance. Ce qui me portait, c'était la vérité, la mémoire de tout ce que j'avais été et que personne n'avait jamais salué. Un matin, je relus la lettre d'Antoine. Une fois encore, les mots m'ont traversé. J'ai pleuré. Pas de douleur. De la gratitude. Il m'avait choisi. Au bout du chemin, il avait vu clair. Il avait tranché contre le paraître, contre les apparences, contre la facilité. Et aujourd'hui, ma réponse ne passait pas par les mots, mais par mes actions. Je n'étais plus cette femme que l'on écartait. Je tendais la main à celle qui n'avait plus rien. Et dans le reflet des vitres du siège de l'entreprise que je dirigeais désormais, je me suis vue pour la première fois et j'ai reconnu ma force. Le changement n'a pas été immédiat. Durant les premières semaines, beaucoup m'observaient avec prudence. Une femme âgée à la tête d'un empire, certains ricanaient. D'autres m'adressaient des sourires polis, mais leurs regards trahissaient leur scepticisme. Je ne me suis pas enfermée dans un bureau feutré à signer des papiers. J'ai demandé à visiter chaque recoin, à rencontrer toutes les équipes, pas seulement les cadres. Assistantes, agents d'entretien, femmes de ménage, celles qu'on oublie toujours. Je me présentais simplement. Bonjour, je suis Mireille Garnier. Je viens voir ce que nous bâtissons ensemble. Après le choc initial, les regards se sont adoucis, les langues se sont déliées. J'ai découvert qu'une secrétaire comptable dormait parfois dans sa voiture entre deux tours de garde pour ses enfants. Qu'une autre employée, après 12 années de service, n'avait jamais reçu d'augmentation malgré ses responsabilités accrues. J'ai pris des notes, j'ai écouté et j'ai promis des choses simples, considération, écoute et un peu de confort dans les conditions de travail. Les changements ont commencé là, en silence. Une prime ici, une salle de repos rénovée là, des horaires adaptés pour les mères seules. On m'a dit que je bouleversais la culture de l'entreprise. J'ai répondu que je la guérissais. Et pendant ce temps, la fondation prenait vie. À Grasse, un premier appartement partagé pour femmes âgées isolées a ouvert ses portes. À Marseille, une jeune femme a pu terminer ses études grâce à une bourse. À Rennes, un atelier de réinsertion textile a vu le jour. Chaque action portait mon nom, non par vanité, mais pour montrer d'où venait cette énergie, d'une femme que l'on croyait terminée et qui avait décidé de recommencer. Julien avait disparu du paysage. Plus d'appels, plus de messages. Je savais qu'il m'en voulait et qu'il souffrait. Mais je n'étais pas celle qui avait semé cette colère en lui. C'était Antoine, et c'était lui-même. Un jour, pourtant, alors que je sortais d'une réunion dans une école où la fondation allait intervenir, je l'ai aperçu sur le trottoir d'en face. Il restait immobile, mains dans les poches, regard sombre. Je me suis arrêtée. Il n'a pas traversé. Il m'a seulement fixé longuement. Dans ce regard, il y avait de la honte, de la colère, de l'incompréhension, et peut-être un peu de respect. Je ne me suis pas déplacée, je ne l'ai pas salué, je n'ai pas fui non plus. Je suis restée là, digne, présente, pleine de ce que j'étais devenue. Puis il a tourné les talons et moi, j'ai repris ma route. Car ce que j'avais reconstruit dépassait tout, lui, moi, tout ce que nous avions autrefois brisé. Je n'étais plus revenue dans leur monde. J'avais créé le mien. Et dans ce monde-là, j'étais souveraine. C'est au printemps suivant que j'ai vraiment senti que j'avais atteint l'autre rive. Je me trouvais dans un petit salon de thé à Nice, près du port. Un de ces endroits où le serveur vous appelle madame avec respect, sans savoir si vous êtes riche, triste ou simplement épuisé. En face de moi, une jeune femme racontait combien il était difficile de placer sa grand-mère dans un EHPAD contre son avis. Elle retenait ses larmes avec dignité, pleurant doucement. Dans ses mots, j'entendais mes propres échos. Je l'ai regardée droit dans les yeux et je lui ai dit « Votre grand-mère n'est pas finie. Elle est seulement devenue invisible. Ce n'est pas la même chose.
On peut revenir de l'invisibilité. Cette phrase, je ne l'avais jamais prononcée à voix haute. Et pourtant, en la disant, j'ai su qu'elle était vraie, profondément vraie. Je n'étais plus cette femme que l'on pousse à signer des papiers sans les lire. Je n'étais plus cette mère que l'on consulte trop tard. Je n'étais plus cette épouse abandonnée pour que l'autre brille seule. J'étais devenue un nom respecté dans les conseils d'administration. Une force tranquille que même les plus cyniques ne pouvaient plus ignorer. La presse locale avait fini par s'intéresser à la fondation. Une journaliste m'avait appelée, hésitante, presque gênée. « Pardon Madame Garnier, mais pourquoi vous et pourquoi maintenant ?» J'avais répondu simplement. « Parce que j'étais là avant qu'il me voie. Parce que je suis restée debout quand il pensait que j'étais à genoux. » J'ai relu la lettre d'Antoine plusieurs fois ces derniers mois. Aujourd'hui, je ne la relis plus. Je la connais presque par cœur. Je la garde dans un tiroir avec mes papiers importants et quelques photos anciennes. Ce n'est plus une plaie ouverte, c'est une cicatrice nette. Un soir, en rentrant de Paris, j'ai trouvé une lettre dans ma boîte aux lettres. Une écriture hésitante, penchée vers la droite. C'était de Julien. Pas un mail, pas un message vocal, mais une lettre avec un timbre, écrite à la main, tremblante. Il disait « Maman, je n'ai jamais compris. Tu étais là, et moi j'étais ailleurs. Papa me parlait de toi avec mépris, et j'ai avalé ça sans jamais me poser de questions. Tu étais le problème. Voilà ce qu'on m'a appris. Aujourd'hui, je regarde tout ça et je me sens vide. Je n'ai pas besoin d'argent ni de pardon. Je veux juste que tu saches que maintenant, je te vois. Tard, peut-être, mais sincèrement. Je l'ai lu 3 fois, puis j'ai rangé la lettre dans le même tiroir que celle de son père. Je n'ai pas répondu. Pas encore. Je n'ai pas fermé la porte, mais je ne l'ai pas ouverte non plus. Ce que j'ai bâti depuis, je ne le sacrifierai pas pour un regret tardif. S'il décide de revenir, il viendra les mains vides, sans condition. Et alors, peut-être qu'il comprendra que je ne suis pas devenue quelqu'un d'autre. Je suis enfin redevenue moi. À la fin de l'été, j'ai décidé de repartir à Paris. Pas pour une affaire, ni pour signer quoi que ce soit. Je suis montée dans le train avec une valise simple, une robe propre, et une enveloppe blanche dans mon sac. Une enveloppe pour Julien. Pas une réponse, juste une ouverture. Arrivée à la gare de Lyon, j'ai pris un taxi jusqu'à une petite adresse du 15e arrondissement, là où il vivait maintenant. Il n'était pas là. La concierge m'a reconnue grâce à la boîte aux lettres. « Vous êtes sa mère », m'a-t-elle dit. « Il parle de vous maintenant. Il dit que vous êtes courageuse et impressionnante. » Je n'ai rien répondu. J'ai simplement glissé l'enveloppe sous sa porte. À l'intérieur, quelques lignes. « Julien, je ne reviens pas sur le passé. Il nous a formés puis déformés. Mais aujourd'hui, chacun se tient face à lui-même. Moi, j'ai reconstruit. Si tu veux apprendre à faire pareil, je serai là. Pas pour réparer, mais pour comprendre. Maman. » Je suis repartie aussitôt. Ce n'était pas un pardon. C'était une main tendue, sans promesse. Une preuve que même les blessures les plus profondes ne suppriment pas totalement l'espoir. Mais cet espoir a un prix, le silence, la lucidité et la patience. De retour à Nice, j'ai trouvé une carte postale de la fondation. On venait d'ouvrir une maison pour jeunes mères à Perpignan. Elles étaient 5. 5 femmes entre 20 et 30 ans, toutes rejetées par leur famille, par leurs compagnons, par leurs conditions. Maintenant, elles avaient un toit, une cuisine, un lit et, surtout, du respect. J'ai pleuré doucement en regardant la photo qu'elles avaient jointe. Elles souriaient, elles semblaient vivantes. Le lendemain, j'ai croisé ma voisine dans l'escalier, une femme de mon âge, veuve et discrète. Elle m'a arrêtée d'un geste timide. « Je voulais vous dire, vous m'inspirez. Je vous regarde depuis des mois et je me demande si je peux, moi aussi. » Je l'ai prise dans mes bras. C'est peut-être ça, le véritable héritage. Pas l'argent, pas les titres, mais la capacité de faire naître le courage chez une autre femme, sans bruit, sans gloire, juste par la manière dont on se tient. Moi, je n'ai pas sauvé le monde. Mais je me suis sauvée moi-même. Et ça, personne ne pourra jamais me l'enlever. L'automne est arrivé à Nice comme un souffle apaisé. Les touristes avaient déserté la ville. Les plages retrouvaient leur calme, presque irréel. Dans les ruelles, une lumière dorée s'infiltrait, faisant virevolter la poussière dans les appartements. Je passais mes matinées à marcher le long du rivage. Mon écharpe enroulée autour du cou, mon sac toujours prêt avec un livre, un stylo et un fruit.
rien de spectaculaire dans mes habitudes, et pourtant elle m'appartenait entièrement. C'était là le véritable miracle, exister sans demander la permission. Un jeudi, le téléphone a sonné à l'improviste. C'était Léa. Oui, Léa, la fille de Julien, ma petite fille que je n'avais pas revue depuis 8 ans. Sa voix tremblait légèrement. Mamie, c'est moi. Papa m'a parlé de toi. Je sais que je suis grande maintenant, mais j'aimerais te voir si tu es d'accord. J'ai fermé les yeux et senti soudain le poids des années, des silences, des non-dits. Et j'ai répondu, bien sûr, ma chérie, je t'attends. Elle est arrivée le samedi suivant. Une jeune fille de 16 ans, grande comme moi, avec les yeux de son père et le sourire d'Antoine. Nous avons partagé un thé et des sablés. Elle m'a parlé de ses études, de ses doutes, de ses colères. Je l'écoutais sans l'interrompre. Je ne voulais pas lui transmettre mon amertume, seulement la sérénité que j'avais acquise. Au bout d'1 heure, elle a sorti un carnet de son sac. Papa y avait écrit depuis plusieurs mois. Il m'a dit que je pouvais te le remettre. Je l'ai ouvert. L'écriture était serrée, parfois hésitante, mais pleine de vérité. Julien y évoquait son enfance, ses souvenirs flous de moi, ce que son père lui avait transmis et ce qu'il avait compris trop tard. Je t'ai rejeté parce que j'étais lâche, écrivait-il. Il était plus facile de t'en vouloir que de m'interroger moi-même. Mais je veux changer cela, pas pour revivre le passé, mais pour bâtir autre chose. Je n'ai pas pleuré. J'ai refermé le carnet et pris la main de Léa. Ce jour-là, j'ai su que le cycle était brisé et que la blessure ne se transmettrait plus. Je n'avais pas seulement retrouvé ma dignité, j'avais ouvert un nouveau chemin. Les semaines suivantes, Léa est revenue souvent, parfois seule, parfois avec son carnet. Elle voulait apprendre à coudre. Je lui ai montré comment tenir l'aiguille, écouter le tissu et recommencer quand le fil se cassait. En cousant ensemble, nous avons rapié bien plus que du lin. Un jour, elle m'a demandé, « Tu as été malheureuse, mamie ?» J'ai réfléchi longtemps avant de répondre, j'ai été invisible, et c'est pire, mais j'ai fini par me voir moi-même et c'est là que j'ai commencé à vivre. Elle a hoché la tête, comprenant peut-être plus qu'elle ne le disait. Et moi, je vivais une paix simple, douce, inattendue. Pas celle qu'on vous offre, mais celle qu'on construit seul, avec ses mains, ses silences et son cœur. L'automne est arrivé à Nice comme un souffle apaisé. Les touristes étaient partis, les plages retrouvaient leur silence, et les ruelles baignaient d'une lumière dorée qui faisait danser la poussière dans les appartements. Je passais mes matinées à marcher le long de la mer. Mon écharpe était serrée autour du cou, mon sac toujours prêt avec un livre, un stylo et un fruit. Ma routine n'avait rien de spectaculaire, et pourtant elle m'appartenait pleinement. C'était ça, le vrai miracle, ne plus avoir besoin de demander la permission pour exister. Un jeudi, j'ai reçu un appel inattendu. C'était Léa. Oui, Léa, la fille de Julien, ma petite fille que je n'avais pas vue depuis 8 ans. Sa voix tremblait légèrement. Mamie, c'est moi. Papa m'a parlé de toi. Je sais que je suis grande maintenant, mais j'aimerais te voir si tu veux bien. J'ai fermé les yeux et j'ai ressenti soudain le poids des années, des silences et des mots tus. Et j'ai dit, bien sûr, ma chérie, je t'attends. Elle est arrivée le samedi suivant. Une jeune fille de 16 ans, grande comme moi, avec les yeux de son père et le sourire d'Antoine. Nous avons partagé un thé et des sablés. Elle m'a raconté ses études, ses doutes, ses colères. Je l'écoutais en silence, sans l'interrompre. Je ne voulais pas lui transmettre mon amertume, seulement la sérénité que j'avais trouvée. Au bout d'1 heure, elle a sorti un carnet de son sac. Papa y écrivait depuis plusieurs mois. Il m'a dit que je pouvais te le remettre. Je l'ai ouvert. L'écriture était dense, parfois hésitante, mais profondément sincère. Julien y parlait de son enfance, de ses souvenirs flous de moi, de ce que son père lui avait inculqué et de ce qu'il avait compris trop tard. Je t'ai rejeté parce que j'étais lâche, écrivait-il. Il était plus facile de t'en vouloir que de m'interroger moi-même. Mais je veux changer cela, pas pour revivre le passé, mais pour construire autre chose. Je n'ai pas pleuré. J'ai refermé le carnet et pris la main de Léa. Ce jour-là, j'ai compris que le cycle était rompu et que la blessure ne se transmettrait plus. Je n'avais pas seulement retrouvé ma dignité, j'avais ouvert un nouveau chemin. Les semaines suivantes, Léa est revenue souvent, parfois seule, parfois avec son carnet. Elle voulait apprendre à coudre. Je lui ai montré comment tenir l'aiguille, écouter le tissu et recommencer quand le fil se cassait. En cousant ensemble, nous avons rapié bien plus que du lin. Un jour, elle m'a demandé,
Tu as été malheureuse, mamie? J'ai réfléchi longuement avant de répondre. J'ai été invisible, et c'est pire. Mais j'ai fini par me voir moi-même et c'est là que j'ai commencé à vivre. Elle a hoché la tête, comprenant sans doute plus qu'elle ne le disait. Et moi, je vivais une paix simple, douce, inattendue. Pas celle qu'on vous offre, mais celle que l'on construit seul, avec ses mains, ses silences et son cœur.